Bonjour. En période d'élection présidentielle, la place du digital en politique est plus que jamais d'actualité, notamment pour sensibiliser des électeurs de plus en plus connectés. Je pense notamment à la génération des millennials. Les différents partis ne cessent d'innover en matière de différents formats pour leur prise de parole. Ce qui peut du coup nous poser la question de la remise en question des principes démocratiques sur certains formats. La question qu'on va se poser avec ma chère collègue Shainez, c'est comment le digital est devenu un véritable finalement outil de communication en politique. Et pour cela, du coup, nous avons des invités de prestige, donc Anne-Sophie Baudry, adjointe au maire du 15e arrondissement, chargée de la ville connectée et de la transformation numérique, ainsi que Hugo Yanouzi, assistant parlementaire. Bonjour à vous deux. Bonjour. Si vous souhaitez vous présenter, parler un peu de votre parcours. Merci de votre invitation. Je vais commencer. Je suis maire adjoint pour mon premier mandat en charge de la ville connectée. C'est un nouveau aussi portefeuille, une nouvelle délégation qui est inaugurée dans le 15e arrondissement. Donc, merci de votre invitation. J'ai un profil, moi, très numérique puisque j'ai accompagné l'ouverture des politiques publiques au numérique depuis les années 2000. Donc, vous n'étiez peut-être pas né encore. Mais en fait, le numérique a posé des questions juridiques dès le début en disant faut-il un droit spécifique pour l'Internet ou est-ce que le droit commun peut s'appliquer? Donc, c'est le sujet qui nous préoccupe ce matin. Tout à fait. Oui, moi je suis Hugo Yanouzi, assistant parlementaire. Merci pour votre invitation. J'ai moi un profil très communicant. Vu que je sors de mes études de communication en fait, pour tout vous dire. Très vite, relativement rare dans ma génération, malheureusement, je le déplore. Et du coup, j'ai associé les deux en m'intéressant à la communication politique que j'applique donc dans mon métier d'assistant parlementaire. Car en effet, on a la charge de trouver aussi des solutions de comment on communique sur le rôle d'un député de façon un peu plus attractive, parce que bon, c'est que le rôle du député, c'est quelque chose qui est assez abstrait déjà pour les gens globalement, et encore plus pour la jeune génération, dont je considère encore faire à peu près partie. Donc voilà, moi c'est la recherche de solutions de communication qui m'intéresse. Et évidemment, ce que vient d'évoquer Madame sur la recherche juridique liée à ces nouveaux outils de communication. Et justement, ma première question, c'est au quotidien, dans vos missions quotidiennes, du coup, comment utilisez-vous le digital dans vos communications? Alors, donc, dans mon métier d'assistant parlementaire, c'est vrai que on a divers moyens d'utiliser le digital, enfin le digital ou le numérique, car en fait le portefeuille d'action d'un député est assez multiple. C'est-à-dire qu'il va à la fois traiter des sujets d'envergure nationale et d'envergure très locale. Et en fonction de ce que le député traite, on va avoir différentes façons de communiquer en ligne. Et évidemment, ça passe par les réseaux sociaux, mais ça peut également passer par diverses campagnes d'email, ou même on voit arriver de plus en plus des campagnes de SMS ou de téléphone. Alors, bon, c'est plutôt dans le cadre d'une campagne, plutôt que pour communiquer sur l'action même du député. Mais voilà, en tout cas, on a diverses façons d'utiliser le numérique pour communiquer et puis rendre l'action parlementaire plus attractive et plus compréhensible aussi pour la jeune génération, ou même globalement. Là, je sais qu'on c'est très centré sur les jeunes dans le débat, mais c'est vrai que voilà, quand on parle du rôle d'un parlementaire, pour à peu près tout le monde, c'est très abstrait, et nos modes de communication doivent toucher à peu près tout le monde. Donc sa place est plutôt centrale pour vous deux dans votre... Alors oui, disons assez centrale, car ça a pris une importance considérable et à laquelle on ne peut pas s'abstraire. Donc oui, en effet, centrale, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas très importante, oui.
Pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est très intéressant de voir à quel point le numérique s'invite dans la vie politique. Et il y a deux usages. Il y a celui des institutions. Est-ce que, par exemple, l'Assemblée nationale.fr, le site web qu'on connaissait avant, a le droit d'avoir un compte Twitter, une page Facebook, un compte TikTok, Assemblée nationale? C'est pareil pour l'Élysée, toutes les institutions ou la mairie du 15e, et les acteurs de la vie politique. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Donc, je distinguerai les deux. Il y a le site de l'Assemblée nationale et les comptes et les réseaux sociaux et les sites web des parlementaires. Donc, c'est deux choses tout à fait différentes et les usages ont voulu que finalement les pages Facebook, Twitter, comptes de réseaux sociaux ont été associés aux sites web institutionnels, mais uniquement ceux des institutions. Ça veut dire qu'un ministre en charge, par exemple, de l'éducation nationale, son nom, son compte Twitter personnel ne doit pas figurer normalement sur le site web du ministère de l'Éducation nationale. En revanche, le compte réseau social de l'Éducation nationale a le droit d'y être. Donc ça, c'est un usage. Parce que les ministres passent et les institutions restent. Et donc, pour la solidité des institutions et leur lien avec les populations, c'est nécessaire d'utiliser tous les canaux de communication qui existent pour garder le lien, la compréhension, la lisibilité. C'est ce qu'on appelle globalement la e-administration. Très bien. Alors pour vous, est-ce que c'est une question de conquête générationnelle ou une conquête de buzz, ces outils de communication qui tendent de plus en plus à s'accentuer? Parce que je pense notamment à Magali Berda, le fait qu'elle ait fait une journée avec un candidat à la présidentielle. Je pense notamment à la vidéo YouTube de McFly et Carlito avec le président de la République qui a été visionnée à énormément de vues. Je pense à Hugo Décrypte avec cette interview aussi avec les candidats. Je pense à Guillaume Play récemment avec l'interview de Éric Zemmour. Voilà. Pour vous, est-ce que c'est une conquête de buzz, une conquête générationnelle? En fait, quel est l'objectif finalement du digital en communication? Alors, je vais commencer. Je pense que chaque homme politique essaie d'innover en politique et en communication politique. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de sonder un peu ses idées politiques avec un public. Et pour trouver son public, il faut trouver un canal de communication. Et donc, les canaux de communication sont de plus en plus élargis. Il ne suffit plus aujourd'hui de faire un article dans Le Monde parce que les jeunes ne lisent plus Le Monde. Même Le Monde en ligne a du mal. Donc, finalement, il est extrêmement important pour une personnalité politique, pour garder sa crédibilité, pour garder le contact avec les citoyens, d'utiliser les canaux de communication. Alors après, ils s'y essayent tous et une campagne présidentielle engage encore plus à l'utiliser puisqu'on est dans un scrutin au suffrage universel de 18 jusqu'à la fin, on a le droit de vote et par conséquent, il faut essayer de séduire, de convaincre par ses idées en utilisant des moyens de communication innovants. Donc en France, on a une législation aussi quand même là-dessus et donc le droit commun doit s'appliquer, le code électoral doit s'appliquer. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi, la veille du week-end du premier tour et c'est un moment assez crucial parce que normalement le vendredi à minuit, le code électoral vous interdit et nous interdit à tous, candidats ou citoyens, de prendre la parole publiquement sur les réseaux sociaux ou n'importe où, publiquement avec une audience. Et ça, c'est très important parce que ça protège la libre opinion individuelle. Et en France, on est très attaché aux libertés publiques. Et la libre opinion individuelle, elle est importante et elle se joue à l'isoloir. Dans l'isoloir, tout le monde parle du vote électronique, mais l'isoloir n'est pas remplaçable encore aujourd'hui. Et donc, on doit préserver la libre opinion individuelle entre le vendredi et le dimanche 20h. Pourquoi 20h? Parce que les bureaux de vote ferment à des heures différentes et qu'on a la problématique du buzz, des rumeurs, des sondages, etc. Donc, tout doit s'arrêter pour laisser chaque citoyen être en conscience pour utiliser son droit de vote. Donc ça, c'est très important. Après, les politiques, ils se sont mis aux réseaux sociaux en fonction des usages, en fonction des modes, des tendances, etc. Et ils les ont utilisés plus ou moins bien selon les jeunes et selon la perception qu'ont les jeunes des réseaux sociaux. Le problème pour les personnalités politiques, c'est vraiment de convaincre en utilisant un réseau naturel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit
le réseau qui devienne majeur. C'est-à-dire que si on est avec un youtubeur, c'est le youtubeur la star et l'homme politique qui vient s'essayer. Ça, c'est pas génial comme opération politique, selon moi. Donc, il faudrait que tout ça soit naturel. Et c'est toujours assez difficile pour un candidat d'avoir le bon staff, le bon conseil. Et comme vous êtes ici dans une école de clés digitales, d'accompagnement, donc je pense que votre expertise est essentielle auprès des institutions et auprès des acteurs de la vie politique. Du coup, comment on peut, enfin, en quoi le digital a changé la façon dont les politiques communiquent finalement? Alors ça a tout changé parce que la personne politique n'a plus d'intermédiaire. L'intermédiaire qu'on appelle le journaliste. Et le journaliste, au début de l'Internet, était assez furieux de voir les réseaux sociaux se démultiplier parce qu'on n'a pas de distinction de source, on n'a pas de distinction de qualification, on ne sait pas qui parle vraiment, on ne sait pas où il s'est sourcé. Donc il y a un vrai problème de fake news et d'informations qualifiées. Et du coup, les citoyens n'ont pas forcément la capacité de discernement et retweetent, partagent, etc., des choses dont ils n'ont pas vraiment l'assurance que ce soit quelque chose de réel. Donc ça, c'est extrêmement dangereux pour la vie politique. Et donc, les journalistes, là, ont un rôle à jouer énorme, et auprès de vous aussi, dans vos écoles de communication digitale, pour que la communication virale ne soit pas fake. Parce que ça, c'est extrêmement dangereux. Alors après, les élus n'ont plus d'intermédiaire. Donc, s'ils ont envie de passer un message directement à la population, ils le font sans déformation. Et donc ça, ils en sont très heureux, dans un sens, mais c'est aussi beaucoup plus difficile dans la vie quotidienne pour eux. Moi, j'avais lancé les ateliers de l'élu 2.0 pour expliquer aux parlementaires, c'était une classe de parlementaires qui était réunie une fois par semaine, ils venaient qui voulait pour apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on dit sur tel canal? Qu'est-ce qu'on dit sur Twitter? Est-ce que c'est plus pour le grand public et les journalistes? Et Facebook, à ce moment-là, était très utilisé plutôt pour la circonscription. Donc, pour parler à la circonscription. Les réseaux sociaux sont extrêmement importants pour parler à différentes populations sur différents lieux et selon leurs thèmes. On est dans une génération selfie et je crois que c'est essentiel pour les hommes politiques de dire voilà ce que je propose pour tel type de population. Et ça, c'est important. Donc cibler, se créer une vraie ligne. Aujourd'hui, le numérique est une force, c'est intuitif, c'est natif pour la plupart d'entre nous. Et c'est la génération... Enfin, on avance dans la vie politique et dans la vie publique, dans la vie sociale avec le numérique. Donc, je suis en charge de la ville connectée à la mairie du 15e. La ville connectée, c'est ce qu'on appelle le jumeau numérique, c'est-à-dire que on peut avoir maintenant, on va vers le tout connecté. Et le tout connecté, c'est du service à l'être humain, du service aux citoyens, ce qui peut être aussi bien un service de mobilité qu'un service de l'administration ou qu'un service social quelconque entre amis ou avec une association. Enfin, tout est numérisé, mais c'est pour le bien du progrès de la vie en général. Oui, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je voulais revenir sur ce que vous évoquez, la conquête générationnelle. C'est vrai que c'est très intéressant parce que chez les 18-25 ans, aujourd'hui, le premier parti, c'est l'abstention. On prend les régionales, les élections régionales qui ont eu lieu l'année dernière. Chez les 18-25 ans, on est monté à 82% d'abstention, alors qu'on était autour de 70 dans la 70-72, je crois, dans la population générale. Donc en effet, les jeunes représentent une sorte de vivier de voix que les politiques doivent aller chercher. Et je trouve que les politiques ont beaucoup de mal justement à aller sur ce terrain-là. Parce qu'en effet, on ne peut pas leur communiquer du programmatique comme on communique à d'autres générations, comme on communiquait auparavant. Et donc, il y a ces démarches, comme vous évoquiez, Magali Berda, Hugo Décrypte et tout, et Guillaume Play, qui ont le but d'amener les politiques aux jeunes. Et ça, c'est assez intéressant. Maintenant, et vous faites très bien de faire cette opposition entre la conquête générationnelle, c'est-à-dire aller parler aux jeunes, et la conquête du buzz, c'est-à-dire essayer de essayer d'agiter entre guillemets son audience ou d'agiter le panel de personnes qui nous suivent. Par exemple, quand on prend la première vidéo de Magali Berda, ça a été le reportage sur Éric Zemmour.
évidemment, il y avait une recherche de buzz, mais que ce soit pour Éric Zemmour, qui était le premier homme politique à aller sur ce terrain-là, qui est le terrain de l'influence, voire de la télé-réalité. Enfin, concernant Magali Berda, la frontière est assez floue. Et un buzz pour Magali Berda qui rentrait sur un nouveau marché, entre guillemets, parce que je pense que elle, ce n'est pas la critiquer, avait une vision un peu de marché, c'est-à-dire donc le marché de la politique. Et donc, en effet, là, dans ce cas-là, je pense qu'il y a une conquête une recherche, en tout cas du buzz, mais que ce soit pour l'une partie, enfin pour une partie comme l'autre. 2e chose que j'ai trouvée intéressante et je crois que vous l'évoquiez dans la table ronde précédente, c'est la Pixel War. La Pixel War qui a eu lieu donc sur Reddit. Il y a un homme politique qui s'est emparé du sujet et c'est Éric Zemmour. Et c'est assez intéressant parce que donc Éric Zemmour a publié sur Twitter un appel à aller à participer à la Pixel War. Qui était, voilà, moi, pour être assez usagé de Twitter, en effet, on a eu tout le paysage streamer, tout le paysage youtubeur qui se sont intéressés au sujet, et Éric Zemmour. L'opération, même si son tweet a en effet été très massivement partagé, et énormément de retweets, énormément de likes, l'opération, je pense c'est plutôt mal passé pour lui, vu que comment a répondu la communauté qui travaillait sur, qui travaillait sur le enfin travaille, qui en tout cas, était active sur le Pixel War. Ils ont répondu, en faisant un portrait de Zidane sur le drapeau français, ce que je critique absolument pas, en réponse à une «polémique» entre guillemets que Éric Zemmour avait eue la veille en allant, à, Aix-en-Provence ou Marseille, jouer au foot, voilà, sur un terrain qui appartenait à Zidane et dont il s'est fait, dont il s'est fait évacuer par le frère de Zidane. Donc là, en effet, moi je pense qu'on a une opération qui n'a pas très bien marché. Là où celle de Magali Berda, je pense, a plutôt bien fonctionné parce que, bon, déjà, elle est allée voir tous les candidats, même si l'aspect nouveauté, l'aspect buzz, elle l'a travaillé pour Éric Zemmour et le reste, c'était un peu plus par principe que, en effet, bon, bah, surtout, c'est arrivé au tout début de la campagne, la vidéo de Magali Berda, ce qui n'est pas le cas de la vidéo de Guillaume Pley, par exemple, qui est arrivée en toute fin de campagne, c'est-à-dire, est arrivée dans les 2 dernières semaines, c'est-à-dire que les autres candidats n'ont tout simplement pas eu le temps de programmer cette émission à leur agenda, à part Anne Hidalgo, il me semble, et je crois que c'est les 2 seuls candidats que Guillaume Pley a fait pour le moment, et puis de toute façon, c'est fini ce soir, donc donc il en fera a priori pas d'autres. Ouais, je pense que Guillaume Pley a eu cette même démarche que Magali Berda, c'est-à-dire Éric Zemmour, ça fait du clic. Et ça, on peut pas lui enlever. Mais Hein, si je puis me permettre, pardon, mais finalement, c'est Nathalie Berda, la star, c'est pas l'homme politique. Là, dans ces débats qui ont lieu sur YouTube, il faut pas se tromper de star finalement. Et alors, c'est un besoin de faire parler les politiques à une nouvelle audience, mais c'est aussi, ça fait du buzz pour le YouTuber. Oui, bien sûr. L'homme politique, souvent, il se plante parce qu'il n'a pas la maîtrise et son staff n'a pas la maîtrise, malheureusement, de tous les usages des réseaux sociaux. Et donc, ça peut se retourner contre lui. Donc, l'homme politique, souvent, il a peur d'utiliser les réseaux sociaux et les nouveaux moyens de communication. Donc, ça, c'est aussi un vrai paramètre. Et donc, je pense que votre expertise est essentielle dans ce domaine pour toujours accompagner au mieux, pour éviter les pièges d'une communication ratée, parce que le retour de boomerang est énorme quand on est sur Internet. Bien sûr. Oui, et ça complète bien ce que je voulais dire. Et pour on disait, ce que vous disiez, pardon, sur les fake news et comment on oriente l'information via les réseaux et comment on essaye de donner à une certaine audience une certaine information qui peuvent influencer plus ou moins le vote, in fine. C'est quelque chose qui a été très utilisé, notamment aux États-Unis. On a, je ne sais pas si vous avez vu, alors il me semble que c'est sur Netflix, un film ou du moins un documentaire sur la société de conseil Cambridge Analytica, qui a fait de sa spécialité ce qu'on appelle l'astrosurfing, ou donc la
fausse création, enfin la création d'un faux mouvement d'opinion ou une espèce de mouvement de foule virtuel, en fait, si on peut le traduire ainsi. Euh, et comment Cambridge Analytica a travaillé avec les équipes de Donald Trump pour orienter des informations, en l'occurrence des fausses informations, si on prend le fond de l'affaire, à une catégorie de population, des catégories de population très précises, dans des États très précis, parce qu'aux États-Unis, on a le système donc, de l'élection par État et on a ce qu'on appelle les États tournants, ceux voilà, qui peuvent faire basculer l'élection. Et donc, cette société a ciblé des personnes très précises dans ces endroits très précis et leur a divulgué une information qui était fausse. Et c'est ce qu'on disait sur le fait que nous, en France, c'est très encadré. La communication électorale est assez encadrée et on a cette période de réserve, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc, quelques heures, quelques minutes avant le vote, on pouvait lancer une bombe sur un candidat, ce qui a été fait donc par plus ou moins par cette société et par les équipes de Donald Trump, sans que le candidat puisse répondre dans les temps et intervenir sur le vote. Alors, si je puis me permettre, j'étais employée chez Facebook pendant 3 ans sur les affaires publiques, France et Europe du Sud, et printemps arabe compris. Donc les impacts et les usages des grandes plateformes major en politique, c'est un vrai sujet. Et le sujet qui concerne Cambridge Analytica, c'est que c'est en fait trouver un usage tout simple d'une app à l'intérieur de Facebook pour en faire un détournement politique. Et surtout, il a été fait à partir de boîtes étrangères. Donc c'est ça qui a été aussi extrêmement marquant dans cette affaire-là. Donc c'est une ingérence étrangère d'un pays étranger sur une élection dans un pays démocratique des États-Unis. C'était une grande première. Donc ça a été extrêmement troublant pour l'ensemble de la vie politique. Préalablement, il y avait eu une élection présidentielle avec Obama qui a été extrêmement emblématique et il y a eu ce qu'on a appelé les Twitter bombs. Mais c'est des choses qui sont sorties sur Twitter, via Twitter, qui est une société américaine. Donc finalement, il n'y a pas eu vraiment d'affaires. Donc il n'y a pas eu de réglementation qui ont suivi ces problèmes-là. Ça, c'est les États-Unis où on est dans la liberté d'expression totale, quelle que soit d'où vienne l'expression, qu'elle vienne même de l'étranger ou qu'elle vienne du territoire. Effectivement, en France, on a une réglementation, mais c'est vrai que les journalistes ne savaient pas en 2012, est-ce qu'on va appliquer la loi ou pas, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Entre 18h30 et 20h, il peut y avoir un buzz énorme parce que les bureaux de vote en province ferment à 18h. Qu'est-ce qu'on fait ? Et finalement, c'est un candidat à l'élection présidentielle de 2012 qui a dit à minuit, je prendrai acte de la règle du code électoral et je fermerai mes réseaux sociaux et je vous invite tous à ne plus vous exprimer publiquement parce que tous les citoyens sont aussi condamnables s'ils s'expriment publiquement. Et de fait, tous les autres candidats l'ont suivi. Donc c'est un usage. Donc finalement, dans la pratique du numérique, c'est l'usage qui fait les choses et c'est le bon usage en raccord avec le code électoral. Donc ça, c'est un vrai point. Il y a un deuxième point que je voudrais soulever qui concerne les parlementaires et qui s'est posé en 2010 déjà. Qu'est-ce qu'on fait quand on est parlementaire et qu'on a accès à Twitter sur son téléphone et qu'on est en train de voter une loi? Donc ça, c'est le problème des lobbies. Donc vous êtes à votre siège dans l'hémicycle. L'hémicycle, c'est censé être un débat qui est l'ultime du débat démocratique avec chacun à sa voix, à son bulletin de vote. Et en réalité, souvent, ces parlementaires sont tributaires de pression des lobbies ou de pression de n'importe quelle personne qui peut envoyer un message sur le compte Twitter de la personne en disant si tu votes tel amendement, je t'apporte les croissants demain matin quand c'est en séance de nuit, etc. Enfin, je prends un exemple bête, mais ce sont des exemples extrêmement importants. Est-ce qu'on met un brouilleur d'ondes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et du Sénat? Ça a été une question. Aujourd'hui, il y a eu un brouilleur pendant un moment et puis ils l'ont débloqué après. Donc il y a ce problème de l'impact des utilisateurs des réseaux sociaux au moment du vote. Donc il y a les élections présidentielles bien sûr, mais il y a aussi tous les jours le travail du parlementaire qui peut être très impacté par le lobby sur les réseaux. Tout à fait, on va devoir enchaîner parce que le temps nous presse. Mais du coup, ma question va rebondir sur ce que vous disiez précédemment, notamment sur l'utilisation du coup des réseaux sociaux par les politiques. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur la démocratie elle-même et ses institutions? Je pense notamment du coup aux fake news que vous avez soulevé tout à l'heure, mais aussi directement aux élections américaines qu'il y a eu
précédemment, notamment Et on a eu le Donald Trump. printemps arabe, typiquement. Le printemps arabe, c'est une Exactement. masse d'individus qui a fait tomber une infrastructure essentielle qui est Internet pendant quelques heures. Ça fait vaciller le régime de Ben Ali. Et donc, ce sont des manifestants qui, au lieu d'aller dans la rue, parce que c'était réprimé d'aller dans la rue pour eux, ils sont allés sur Internet, ils ont utilisé les réseaux sociaux pour faire tomber Internet. Et ça a fait vaciller un régime. Donc, c'est la première fois qu'il y a un sens politique de l'impact d'une masse. Donc, c'est une masse face à un régime. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, est-ce que le compte de Emmanuel Macron est rattaché au compte président de la République? C'est extrêmement dangereux parce qu'une masse peut casser un homme, mais ne peut pas casser une institution démocratique, a priori. Elle peut casser un régime, c'est ce qui s'est passé d'abord en Tunisie puis en Égypte, mais elle ne... J'espère, en tout cas, que les libertés publiques sont suffisamment fortes pour résister à une masse sur les réseaux. Et en revanche, bien sûr, la masse peut, avec sa liberté d'opinion, casser un homme politique, casser ses idées. Et du coup, pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce que du coup, il faut réglementer du coup l'utilisation des réseaux sociaux? Et si on le fait, de quelle manière? Quelle solution pourrait... Alors, il y a eu un usage, par exemple, la page élysée.fr, elle a eu un passage de... en fait, quand il y a l'arrivée du nouveau président de la République, il y a tout un protocole. Et il y a eu un protocole sur la page Facebook et le compte Twitter, etc., de l'Élysée. Donc, ils ont donné les codes d'accès, tout simplement, le login, mot de passe. Et c'est important pour la préservation des institutions sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est fait. Mais c'est vrai que c'était assez incongru. Ça n'est pas soumis à une législation. Donc, je crois qu'il faut faire prévaloir les bonnes pratiques dans un premier temps. Pourquoi? Parce que finalement, les usages changent tellement vite qu'on n'a pas le temps de réguler et qu'il faut, à titre principal, appliquer le droit commun qui, finalement, quand vous regardez l'article 9 du Code civil, il indique que chacun a droit au respect de sa vie privée. La vie privée, elle est différente pour vous, pour moi, pour quelqu'un qui est youtubeur hyper connu, pour une star mondialement reconnue, ça n'est pas du tout le même périmètre. Donc, ça se règle devant les juridictions. Donc, je crois que les bonnes pratiques sont d'abord essentielles et que la réglementation, elle doit se faire au coup par coup. En France, on applique la réglementation européenne. À titre principal, on transpose des directives européennes, notamment sur les responsabilités juridiques, c'est-à-dire que on est dans le domaine du user-generated content, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui fait le contenu et ce n'est pas la plateforme. La plateforme donne un outil d'échange, de partage, donc TikTok, Instagram, etc. Donc, c'est pas Instagram qui est responsable du contenu qui est posté par l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui est responsable de ce qu'il dit. Donc, l'utilisateur, s'il est soumis à la loi française, il est responsable en tout point de ce qu'il avance. Et ça doit s'appliquer. Après, effectivement, il faut que le droit commun trouve à s'appliquer. J'aimerais ajouter, vu qu'on parlait justement de la distinction entre les institutions et les hommes, on a eu un problème assez inédit qui s'est posé dans cette élection présidentielle, c'est la Commission nationale des comptes de campagne et du financement politique qui a déclaré que l'utilisation du compte Twitter d'Emmanuel Macron ne rentrait pas dans les règles dans les règles de comment on mène une campagne et qu'il y avait conflit dans le sens où la page d'Emmanuel Macron était soit tenue par les services de l'Élysée, soit quelque chose qui était jugé comme public. Ouais. Et ça, c'est la première fois que le problème s'est posé en France. Non, ça s'est posé en 2012. Pardon, oui. Mais dans une moindre mesure, parce que bon, c'est vrai que ça faisait quand même... on n'avait pas eu de président sortant qui s'est représenté depuis 2012. Si, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait une page avec forte audience et François Hollande avait une page avec moins bonne audience. Voilà, mais Nicolas Sarkozy avait rattaché sa page personnelle au compte de l'Élysée pendant 5 ans. Donc, il a eu de l'audience. Et pour Emmanuel Macron, c'est pareil. C'est un sortant. Il a énormément d'audience. Donc, il a après ce qui compte. Pour moi, c'est pas forcément le nombre de followers. Ce qui compte, c'est l'interaction. Parce que finalement, n'importe qui peut acheter du botnet. Enfin, tout est possible. Alors, c'est pas légal. Dans cette campagne, d'ailleurs. Mais il y a des choses qui peuvent se faire, que ce soit pour des marques, que ce soit pour des hommes politiques, même si c'est pas moral ni légal. Mais l'idée, c'est du coup de pas faire confiance au nombre de followers, mais de faire confiance à l'interaction. Et l'interaction, qu'est-ce que c'est? C'est le taux d'engagement, c'est la répétition, c'est le retweet, c'est etc. Donc, c'est ça qui compte, à mon sens, préalablement. Mais la commission des comptes de campagne se pose la question, effectivement,
la personne qui gère le compte d'Emmanuel Macron ne doit surtout pas figurer au sein de l'Élysée et doit être au QG de campagne. Ça, c'est extrêmement important parce que ça fait partie de la communication réglementée. Et oui, en effet, et le problème, c'est que le président ne peut pas s'arrêter d'être président pendant la campagne. Donc tout le problème se pose là. C'est pour ça que je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à titre personnel, le système américain est assez intéressant. Et alors, je ne sais pas si il est applicable à l'échelle européenne, mais je ne vois pas pourquoi. C'est que les présidents américains ont leur compte personnel. Et un compte President of the United States, POTUS. Il y a même la première dame à son compte Plotus. Flotus, pardon, First Lady, et le vice-président a également VPOTUS, ont des comptes voilà, qui sont vraiment liés à leur fonction. On a la même chose en France, finalement. Le compte Twitter oui. Élysée.fr et le compte du président de la République, finalement, c'est voilà, ça. Mais on voit aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus... comment dire, les incarné, deux fonctionnent... c'est incarné. C'est plus incarné. C'est-à-dire qu'ici, nos comptes institutionnels sont moyennement incarnés. Si vous regardez le compte Twitter de la mairie du 15e, il n'est pas très incarné. Si vous regardez le compte Twitter de Élysée.fr, il est trop institutionnel, peut-être, par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, on incarne énormément. On vient avec son épouse et ses enfants sur l'estrade, etc. C'est un peu différent culturellement aussi. En France, on est un peu plus sur la réserve quand on est du point de vue de l'institution. Et je pense que c'est un usage qui peut changer, qui pourrait changer, pour un peu plus que l'institution incarne un peu plus l'homme en charge. En tout cas, du moins, la question peut se poser. Et du coup, c'est ce qui s'est fait. Vu que maintenant, Emmanuel Macron, candidat, communique avec un compte Twitter qui s'appelle Emmanuel Macron avec vous, qui est donc son compte Twitter, aux réseaux sociaux de candidats. De campagne, de candidats, et communique sur son compte Twitter Emmanuel Macron quand il s'agit de communication officielle. Voilà. Et donc la question peut se poser en effet parce que vu que on va de plus en plus se diriger, enfin je veux dire, en général les personnes se présentant à la présidence de la République ne sortent pas de nulle part, ont pour la plupart des mandats. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là qui sont à la fois personnalités politiques d'envergure nationale, mais qui ont également des mandats. La question se pose pour les parlementaires qui sont dans la course à l'Élysée. Je pense à donc Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, qui est-ce que eux, à leur échelle, on doit déjà se poser la question de la distinction entre leur travail d'élu, leur fonction d'élu, pour laquelle les citoyens les ont portés quelque part, et à un poste, et la personne qu'ils incarnent. Voilà, c'est juste. Moi, je suis d'accord. Je crois qu'il faut faire la distinction des deux. C'est essentiel. Et du coup, il faut trouver le moyen de faire cette distinction. Mais le problème, c'est comme on a des comptes qui sont déjà influents, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont les deux personnes. La tendance, c'est de garder celui qui a la plus forte audience, mais c'est assez biaisé. Voilà. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont ceux qui sont les plus les personnes, et Jean-Luc Mélenchon sont les trois qui sont les personnalités politiques les plus suivies sur Twitter. On leur voit mal, et qui est parlementaire également, d'ailleurs, j'ai oublié de le citer. On les voit mal dire on se recrée un compte au mois de septembre 2021 pour partir en campagne, parce qu'on aurait évidemment un déficit d'audience qui serait pas dramatique, mais qui serait très compliqué. Mais après, si tweet en disant retrouvez-moi sur l'autre compte parce que ça sera mon compte de campagne, ça se fait. En fait, je pense qu'ils devraient le faire tous. Parce que ça serait beaucoup plus, je dirais, élégant dans une campagne, parce que ça met tout le monde au même niveau et c'est la règle dans notre vie démocratique. Et donc la question peut se poser également pour Anne Hidalgo, très suivie pour être maire de la capitale de la France, qui n'est pas rien. Mais après, se pose aussi la question pour des candidats qui, entre guillemets, comme Éric Zemmour, ou en moindre mesure Philippe Poutou, etc., qui, n'ayant aucun mandat électif, en soi, leur compte Twitter ne dépend d'aucune règle, sinon la déontologie ou l'éthique journalistique ou autre, et évidemment le droit commun. Et du coup, est-ce que ces personnes-là, on peut leur dire, à partir du moment où vous avez réuni les 500 signatures, vous êtes officiellement dans la course à l'Élysée, par exemple, est-ce que vous créez un compte, vous passez sur un compte de candidat ? Ça serait bien parce qu'il y en a certains qui étaient journalistes et donc ils avaient aussi une forte audience. Donc c'est aussi important de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Ça peut être une demande des internautes en disant « Ok, vous êtes candidat, mais maintenant on redémarre from scratch et on y va ensemble et on dialogue entre nous et avec vous sur votre programme politique. »
Mais du coup, là vous parlez d'incarner du coup le rôle, notamment sur les réseaux sociaux, est-ce que le fait on n'est pas sur une tendance plutôt différente aujourd'hui, puisque la plupart des candidats et même des politiques apparaissent du coup sur des réseaux sociaux tels que YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas plus face à des influenceurs plus qu'à des hommes politiques? Est-ce qu'ils ne vont pas finir par perdre leur crédibilité, leur statut pour devenir plutôt des influenceurs et exercer plutôt des actions qui ressemblent plus à de l'influence, telles qu'aujourd'hui on voit peut-être des candidats tels que Mélenchon sur TikTok. On voit que notamment le président sortant, Emmanuel Macron, a lancé sa campagne via directement Minecraft. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas plus face à des influenceurs plus qu'à des hommes politiques? Et est-ce que ça peut pas être dangereux du coup, notamment dans la crédibilité de l'homme politique? Et j'irais même un petit peu plus loin. Est-ce que le fait qu'ils aient cette proximité directement avec les citoyens, est-ce qu'on ne peut pas relier ça au fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'événements malheureux dans lesquels les politiques ou même les présidents sont agressés directement par des personnes dans la rue ou invectivés? En fait, on rejoint un peu la question de la conquête du buzz. Est-ce que la conquête du buzz n'est pas au détriment de la crédibilité de la fonction ou de l'homme politique? Euh, alors, je pense qu'on peut avoir encore en France une vision, on a une vision peut-être assez old school de l'homme politique qui incarne quelque chose, enfin en tout cas, je sais que je pense que les Français sont assez attachés à une Au vision, protocole aussi. Ouais. oui, très protocolaire, enfin, voilà. Mm. Et du coup, voir le président de la République dans le jardin de l'Élysée avec deux youtubeurs qui font des roulades, etc. Est-ce que ça ne va pas heurter finalement une certaine partie de la population qui va se dire, mais attendez, voilà, moi je pense à éventuellement nos grands-parents ou peut-être nos parents qui ont connu De Gaulle, qui ont connu Pompidou, qui ont connu Giscard, qui voient quelque chose et qui se disent, mais ça devient n'importe quoi un peu. Et donc, en effet, la question de la crédibilité peut se poser. Après, vous parliez, vous sembliez faire la distinction entre homme politique et influenceur. Mais en soi, un homme politique, par définition, influence. Du coup, on peut parler du moyen d'influencer, Voilà. c'est clair. Est-ce que voir Jean-Luc Mélenchon boire un lait fraise sur Twitter, ou Marine Le Pen avec ses chats, ou Emmanuel Macron avec deux youtubeurs, ou Éric Zemmour avec Magali Berda, voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce que pour incarner la fonction présidentielle, est-ce que ça peut faire défaut à l'incarnation de la stature présidentielle? Moi, honnêtement, je pense pas. Mais après, peut-être que voilà, j'ai un avis qui est biaisé du fait de ma génération où on est né avec Internet, avec ces nouveaux moyens de communiquer et avec cette recherche un peu de faire parler qui a été aussi grandement accentuée par l'avènement des chaînes d'infos en continu où en effet, quand Emmanuel Macron fait sa vidéo avec McFly et Carlito, BFM, LCI et compagnie vont en parler énormément et puis ça fera un petit sujet pour combler pour combler les trous s'il y en a. Et voilà, donc... Moi, je dirais simplement la conquête du buzz peut être très risquée pour une personnalité politique. Donc, si elle est mal faite, ce que je disais tout à l'heure, on peut avoir un retour de boomerang très important. Est-ce que ça peut engager une violence sur le terrain? Je crois que oui, quand elle est mal faite, justement, et parce qu'il n'y a plus de barrière entre l'homme et les citoyens. Mais c'est les citoyens en masse aussi. Encore une fois, si vous organisez, par exemple, un apéro géant, comme c'était le cas sur les réseaux sociaux il y a une dizaine d'années, on a le droit de le faire. Simplement, il y a une limite à l'ordre public. Donc, un élu qui n'a plus de barrière, qui n'a plus d'intermédiaire, est très à risque sur les réseaux sociaux, sur les réseaux et dans la vraie vie physique. C'est évident. Pourquoi? Parce que ça génère une masse de convictions anti-candidat ou pour le candidat, et cette masse, elle est très difficilement gérable. Donc la conquête du buzz, elle doit se faire d'une manière réussie pour le candidat, parce que sinon c'est extrêmement délicat pour lui, et c'est vrai que l'institution républicaine peut être galvaudée par un candidat qui utilise mal les réseaux sociaux, où la perception de la majorité des citoyens est mauvaise, et là ça peut engager la crédibilité de l'institution elle-même, et c'est ça qui est dangereux pour
pour la stabilité des équilibres démocratiques. Il faut savoir que nous sommes donc le pays des Lumières et que le check and balance, qu'on dit aux États-Unis, est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut des contre-pouvoirs. Avant, on disait que le quatrième pouvoir était la presse. Aujourd'hui, le quatrième pouvoir, il est complètement éclaté. Ça peut être un citoyen influent contre un homme politique, comme ça peut être une masse de citoyens contre un homme politique. Donc, qui n'est pas réglementé ou qualifié comme peut l'être un média traditionnel. Donc c'est vrai que c'est extrêmement nouveau et ça peut être très dangereux et engager la crédibilité d'une institution. Donc moi ça me fait très peur que finalement les institutions soient décrédibilisées par les hommes qui occupent la fonction. D'accord. Mais du coup, vous parliez du coup de la presse. Est-ce qu'aujourd'hui, la presse elle-même, les médias traditionnels tels que la télévision et la radio eux-mêmes, on peut être aussi décrédibilisé dans le fait qu'aujourd'hui, une grande partie commence à être achetée par des milliardaires et du coup, on peut supposer qu'ils imposent une certaine ligne éditoriale. Il y a un problème de déontologie dans les médias. Alors, il existe aux États-Unis, c'est pareil, c'est ultra libre. En France, normalement, il y a aussi des réglementations. Donc, on a une autorité administrative indépendante qui est censée gérer ce genre de problème. Mais c'est vrai que s'arrêter à un buzz et donner la part belle à un buzz sur des chaînes d'infos continues pour privilégier un candidat ou un autre, ça peut être extrêmement grave. Donc ça peut polariser les opinions, et polariser les opinions, c'est mauvais parce que ça casse le débat, et si on n'a plus de débat, on va vers les extrêmes. Et ça, c'est très dangereux selon moi. Oui, je partage cette analyse, et il y a quelque chose qui est assez intéressant sur la presse en France, c'est que en campagne électorale, il y a quand même deux périodes, une période d'équité des temps de parole et une période d'égalité parfaite des temps de parole. Mais ce principe n'est-il pas remis en cause par l'avènement du numérique et d'une audience qui finalement peut être très difficilement comptable et monitoré. C'est ça. Est-ce que finalement, il faudrait limiter le nombre de tweets par jour au prorata du nombre d'abonnés? Enfin, on peut imaginer. C'est pas possible. Évidemment, c'est pas possible. Mais finalement, voilà, est-ce que les candidats qui se retrouvent sans doute plutôt agacés par de devoir limiter leur audience du fait de l'équité ou de l'égalité de parole, ne trouvent pas dans les réseaux sociaux une façon de changer, de passer au-delà de cette règle et finalement de trouver une audience égale à ce qu'il pourrait avoir dans la presse. C'est une question qui peut également se poser du fait de l'avènement de ces nouveaux moyens de communication. Et pour revenir un petit peu sur la presse, ce qui a vraiment changé, je pense, dans les 10 dernières années, notre façon d'aborder l'information, c'est les chaînes d'infos en continu. Je pense que ça, c'est un tournant, un véritable tournant de notre rapport à l'information en tant que citoyen ou simplement en tant qu'éditeur, en fait, que on a un accès à l'information qui est illimité. Pardon, mais on l'a aussi sur Google News en permanence. Oui, donc, on a des notifications sur nos smartphones. Enfin, depuis le smartphone, je dirais qu'on a accès à de l'information en continu. Vrai. Je veux dire, la télévision... Plus personne ne regarde la télévision. Oui, c'est vrai. Mais je pense notamment à plutôt la génération de nos parents pour qui la télé était plus ou moins une des seules façons quotidiennes d'avoir de l'information. C'est-à-dire, voilà, on allait au travail, on écoutait éventuellement la radio dans la voiture, et puis à la fin, on se réunissait en famille devant le 20h, et on avait un accès à l'information du jour. Ben aujourd'hui, la moindre chose qui se passe, bon déjà, on a une notification, parce que moi, quand j'ai une notification d'un événement sur mon téléphone, la première chose que je fais, c'est de mettre une chaîne d'infos en continu, parce que malgré tout, on sait qu'ils vont être dans les premiers sur place. Mais du coup, ça, c'est un réflexe, mais quand vous êtes sur Snapchat et que vous avez l'information majeure qui se passe dans le monde, donc on est confrontés, nous, citoyens, à toute l'information qui se passe dans le monde, et c'est extrêmement difficile pour nous tous d'avoir du discernement, de relativiser, et d'être très impacté par quelque chose qui s'est passé en Nouvelle-Zélande ou par quelque chose qui s'est passé au bout de la rue. Et donc ça, c'est extrêmement nouveau et je pense que ça change
la perception et ça change notre cerveau, en fait, finalement, parce qu'on est face à une massification d'informations. Et ça, c'est extrêmement nouveau pour notre esprit de déduction. Quand on n'a plus de mémoire, on va faire un Google Search, on va chercher la solution sur Google, etc., etc. Donc, ça change notre mémoire, ça change notre perception et ça nous change notre génération. Et ça change pas que les millénials, ça change tous les utilisateurs. Et je crois que les générations, à peu près tous les 2 ans, nous changeons et notre cerveau change et nos habitudes changent par la force de l'usage des médias et des informations et des technologies. Je vous remercie, on va devoir s'arrêter là. Je vous remercie Anne-Sophie Baudry et Hugo Iannuzzi pour votre présence avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Et du coup, je vais laisser le prochain groupe, à savoir l'écologie digitale, un sujet tout aussi intéressant, nous faire place sur ce plateau. Merci à vous. Merci. Merci.